Bonjour, je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des sortes de cours de formation. Je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Ça se présente sous la forme de cartes, les cartes du thérapeute, appelées aussi cartes outils-psy. Ce sont des cartes de repérage d'une part, comme lorsqu'on consulte une carte routière, mais aussi des cartes à jouer qui serviront de soutien mnémotechnique. On en trouvera une dans chaque PDF associé à chaque vidéo. Je distingue trois types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les pratiques efficaces et indispensables. Les cartes oranges concernent des interventions qui sont parfois utiles et parfois non souhaitables. Les cartes rouges signalent les attitudes et les interventions à bannir. La carte d'aujourd'hui est une carte verte et s'appelle « Espace interne de traitement », sous-titré « La médiation ». Elle fait suite à la carte précédente « Espace interne de traitement », sous-titré « La traduction ». Alors, grâce à l'espace interne de traitement, nous pouvons plein de choses intéressantes, comprendre le sens de nos symptômes, évoluer pour que ces symptômes n'aient plus lieu d'être, et dans la foulée du coup, agrandir notre champ de compétences et devenir réunifié au fur et à mesure du travail intérieur. Alors en fait, ça se passe par un chemin qui a lieu en 4 temps, 4 espaces. Premièrement, prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Et donc, nous devons essayer de saisir pourquoi. Ainsi, Hippolyte se rend compte que ses diarrhées et son mal de dos indiquent probablement un malaise, malgré que le mental conscient ne perçoive pas cela. Deuxième temps, deuxième espace, découvrir la subpersonnalité qui cherche à s'exprimer. C'est le processus de traduction grâce à notre faculté de symbolisation qui a été présenté dans la carte précédente numéro 7. Troisième temps, instaurer un dialogue conscient entre les deux aspects opposés, les deux subpersonnalités opposées comme on va le voir. Il s'agit là de tout le travail de médiation dont nous allons parler aujourd'hui. Et enfin, quatrième temps, déboucher sur de nouvelles expériences mutatives. En effet, le médiateur interne ne se contente pas de gérer le dialogue, il favorise activement la prise de décisions nouvelles. La carte précédente numéro 7 traitait des points 1 et 2 ci-dessus, c'est-à-dire la traduction avec l'espace interne de traitement, en montrant comment Hippolyte accédait du coup au sens de son symptôme et à la partie de lui-même qui voulait s'exprimer. Ça, c'était la carte précédente. La carte d'aujourd'hui traite des points 3 et 4 et montre comment Hippolyte, placé en médiateur entre deux tendances opposées, accède à des changements puissants et profonds. Il est donc question de la médiation entre des camps opposés, parties de la personnalité, qu'on pourrait comparer à des partis politiques se disputant le pouvoir décisionnel. Dans la carte précédente, Hippolyte, marié à Calliope, découvrait le sens de ses symptômes. Il apercevait alors quelque chose qu'il n'aurait pourtant pas souhaité découvrir en lui. En contrepoint de l'homme viril et amoureux, émergeait la conscience d'être aussi un petit garçon terrorisé, comme il l'avait été par son père dans son enfance. Que faire avec tout ça et comment faire avec ce tiraillement interne? Eh bien, il s'agit pour lui désormais d'instaurer un dialogue intérieur entre ces deux tendances, ces deux personnages qu'il a dénommés l'amoureux et le terrorisé. Le thème du dialogue intérieur a été mis au point et développé par Carl Jung, le psychanalyste disciple de Freud. Jung voyait là-dedans un processus capital pour le chemin d'individuation. Hal Stone, psychologue américain, psychanalyste jungien, a ensuite repris et concrétisé ce thème avec l'aide de sa femme Sidra Stone, elle aussi psychologue.
Tous les deux, ils ont développé l'idée jungienne de parties du psychisme presque semblables à des personnes intérieures, ayant chacune leurs idées, leurs besoins, leur vision des choses, leurs attentes. En somme, à l'intérieur de la personnalité, des subpersonnalités qu'on pouvait reconnaître, nommer, faire dialoguer entre elles, et parmi celles-ci, des subpersonnalités dominantes et des subpersonnalités reniées. Des puissants au pouvoir, d'autres minoritaires ayant peu d'accès à la communication, et enfin des personnes emprisonnées qu'il est important de garder enfermées afin de rester en paix. Lorsqu'une subpersonnalité minoritaire ou reniée se met à réclamer vivement du pouvoir et de l'attention, du fait de circonstances de vie qui viennent la réveiller, la lutte pour la maintenir silencieuse va la conduire à s'exprimer à travers des symptômes. Et dès lors qu'on essaye de saisir le sens du symptôme, dans le but de le soigner en le calmant, on va devoir composer entre ces parties contradictoires. C'est ce dialogue maturatif et transformateur qu'il va donc falloir établir. Et pour ce faire, ça va être obligatoirement médiatisé par un tiers, une personne neutre et sage qui aidera à une médiation constructive. Une sorte de juge de paix. Et ce juge de paix pourra être soit intérieur, ce que Hall et Sidraston dénomment l'ego conscient placé en position méta dans ce conflit entre deux antagonistes, soit extérieur, sous forme d'un accompagnant ou thérapeute capable de tenir sa place de médiateur, neutre surtout, mais aussi bienveillant et ferme. Alors pourquoi est-il nécessaire d'instaurer un médiateur entre l'amoureux et le terrorisé d'Hippolyte? Parce que Hippolyte, comme nous tous, a établi sa personnalité en privilégiant certains aspects et en refusant d'autres. Ayant enfoui le terrorisé, décidé de l'ignorer, mis en place les barrières nécessaires pour qu'il ne vienne pas au jour, Hippolyte est identifié à la subpersonnalité dominante chez lui, l'amoureux. Si bien que, sans médiation, le dialogue serait quasi impossible, puisque le dominant ne veut pas entendre parler du terrorisé. Il faut donc une instance tierce entre les deux interlocuteurs en conflit. Et cette instance aura le profil suivant. Capacité à se tenir à égale distance entre les parties opposées. Capacité à réguler activement leurs échanges afin que chacune des parties puisse exposer ses besoins, ses craintes, ses valeurs. Capacité à prendre les décisions qui vont conclure ce dialogue, et ces décisions devront être respectueuses des besoins et des valeurs de chacune des deux parties et devront équilibrer les forces en présence afin qu'un changement survienne. Enfin, capacité à accepter que ces décisions s'appliquent lentement afin de ne pas violenter le besoin homéostatique qui nous est nécessaire. Alors, voyons ceci plus en détail. Carl Jung a développé l'idée que regarder et tenir en présence les deux opposés en nous, ce qu'il appelle coincidentia oppositorum, crée une tension forte. Cette tension entre deux opposés à l'intérieur de nous est assez désagréable, puisqu'elle met en difficulté la définition identitaire qui était la nôtre jusqu'à présent. Mais, si on accepte de rester avec, sans chercher à la faire disparaître, alors cette tension et l'énigme posée à notre inconscient va mobiliser notre énergie en quête de solution. Et du coup, une idée nouvelle et résolutoire émergera au moment opportun, amenant, nous dit Marie-Louise von Franz, principale élève de Jung, vers une naissance à une nouvelle réalité. Par comparaison, on peut penser à l'énergie électrique.
avec la puissance considérable qui découle de l'alliance et de la confrontation entre les pôles opposés, justement. Le médiateur, ou l'ego conscient, doit avoir la ténacité pour maintenir en nous-mêmes les deux opposés contradictoires. Il doit posséder aussi la force pour instaurer un dialogue pertinent et permettre qu'émerge la nouvelle solution. Nouvelle solution inattendue, traduite en termes légèrement différents mais qui se recoupent par les systémiciens lorsqu'ils parlent de la solution de niveau 2. Du coup, tout ça étant tellement important, je parlerai dans une prochaine carte de la nécessité et de l'intérêt de la reconnaissance en nous-mêmes des opposés. Pour aujourd'hui, revenons à Hippolyte. Comment va faire Hippolyte? Son médiateur, c'est-à-dire la partie de lui-même qui tient à aller au bout du processus, malgré les réticences face à ce qu'il découvre, son médiateur va lui proposer la démarche qui suit. Et c'est aussi cette démarche que vous-même, vous pouvez appliquer pour votre propre expérience. Premièrement, gardez d'abord fortement le contact avec la subpersonnalité reniée qui commence à émerger. Donc il faut ne pas l'oublier. Et pour ceci, Hippolyte se décide à deux choses. Dessiner sur une feuille A4 en utilisant de nombreuses couleurs l'image qui lui est venue lors du processus de traduction, rappelez-vous, cet éléphant qui l'écrase et le fait souffrir. Et aussi, il va noter sur un pense-bête qu'il verra tous les jours, par exemple à l'ouverture de son ordinateur, la phrase suivante: « Pensez aux petits terrorisés ». Pourquoi est-ce qu'il doit faire ainsi? Eh bien parce que, et ça nous concerne tous, jusqu'à présent, il a érigé des mécanismes de défense afin de ne pas voir ni entendre cette partie souffrante de lui-même. Et quand il la découvre ainsi, qu'il la voit et qu'il l'entend, ça l'irrite, ça le bouleverse. On va le voir d'ailleurs dans le dialogue. Or, il s'agit d'aller à contre-pli de ce mécanisme de rejet, d'aller courageusement au contact de cette zone interdite. La décision d'aller vers cette zone s'appuie habituellement sur le soutien trouvé auprès d'un thérapeute ou d'un accompagnant. Mais on peut effectuer soi-même et seul cette recherche dès lors qu'on en a perçu l'intérêt et la richesse. J'espère que cette vidéo vous aidera à le faire. Faisant cela, Hippolyte se rappelle donc à lui-même qu'il doit vivre le dialogue de confrontation. Du coup, deuxième temps, faire dialoguer les parties opposées. Ce dialogue doit avoir lieu réellement et suffisamment longtemps. Chacun des deux camps devra exprimer son vécu, ses souffrances, ses besoins, ses attentes, ses valeurs. En Gestalt thérapie, il est fréquent d'utiliser 3 chaises. Chacune est dévolue à une des parties et la personne qui passe doit veiller à ce que son discours soit conforme à la chaise sur laquelle elle est assise. Ici, il y en a donc 3. L'amoureux, qui suppose, dans la pensée d'Hippolyte, l'homme viril et puissant, plein de désirs érotiques et sexuels envers sa femme. Cette partie ne s'exprimera pas de la même manière que le terrorisé, se comportant comme un enfant craintif, et pas non plus comme le médiateur, calme, ferme, adulte, objectif. L'échange dialogué ressemblera exactement à un échange entre 2 personnes ayant des positions opposées. Et le médiateur veillera à ce que chacune exprime, en s'adressant à l'autre et à haute voix, son vécu émotionnel, ses souffrances, ses besoins, ses attentes. Ce dialogue pourra être vif et animé, mais si l'un des deux domine trop, écrase trop ou prend trop de place, le médiateur se chargera d'aider la partie dominée à trouver ce qu'elle veut dire, ce qu'elle doit dire. Les injures peuvent être présentes, mais le médiateur interviendra pour que chacun essaye de comprendre ce que dit vraiment l'autre. Exemple. Le terrorisé.
Quand elle crie, je me sens bouleversé, ça me remue jusqu'au fond des tripes, j'ai envie de sortir de la pièce. Je m'en remets pas et je reste longtemps secoué. L'amoureux, lui répond. Qu'est-ce que c'est ces trucs de mauviettes? Arrête de nous emmerder avec des histoires d'enfance qui sont terminées depuis longtemps. Sois un homme. Le terrorisé. Ouais, mais si tu ne tiens pas compte de moi, c'est toi qui vas souffrir. Regarde-toi. Tu parades alors que tu n'arrêtes pas d'aller au WC avec tes diarrhées et que tu dors si mal avec tes douleurs dans le dos. L'amoureux. Fous-moi la paix, j'ai ni le temps ni le désir de t'écouter. Le médiateur à l'amoureux. Que penses-tu de cette idée que si tu ne l'entends pas, tu vas avoir des symptômes physiques encombrants? L'amoureux. Si c'est le cas, en effet, il va bien falloir que je trouve un moyen pour le calmer. Le médiateur. Racontez-vous l'un à l'autre vos difficultés et vos besoins, etc. Comme vous le voyez, il s'agit d'un dialogue qui va bientôt prendre l'allure d'une négociation et qui, en tout cas, mettra en lumière des désirs et des besoins des deux côtés. Et parfois d'ailleurs, ces désirs et ces besoins se rejoindront. Si vous faites cet exercice seul et par vous-même, il est conseillé d'écrire chaque échange verbal pour éviter une sorte de ping-pong mental stérile et d'écrire aussi les interventions du médiateur, bien sûr. Dans le cas d'Hippolyte, progressivement, les besoins vont être clarifiés et on va trouver les besoins suivants. Pour l'amoureux, j'ai besoin d'être un homme qui comble sa femme et qui suscite des regards admiratifs chez elle. Et pour le terrorisé, j'ai besoin d'être à égalité avec elle et que nous soyons des compagnons respectueux l'un de l'autre. On notera trois choses à propos de ces besoins. Premièrement, ils doivent être exprimés sous une forme active. C'est quelque chose qui doit advenir. Et non pas sous une forme passive où il faudrait que quelque chose cesse ou n'ait pas lieu. De plus, le besoin que l'autre change n'est pas mobilisateur. Il doit donc être remplacé par un besoin ressenti par la personne en elle-même. Exemple. J'ai besoin qu'elle ne crie plus. Ben, c'est inadéquat à deux niveaux. Premièrement, c'est une attente en ne pas. Et deuxièmement, c'est une attente qui souhaite que ce soit l'autre qui change. À la place, Hippolyte débouche sur le besoin actif et dépendant de lui-même que nous venons de voir exprimé plus haut. J'ai besoin d'être à égalité avec elle et que nous soyons des compagnons respectueux l'un de l'autre. Et troisièmement, ces besoins, ils vont évoluer, ils vont s'affiner après la séquence suivante, celle de l'observation. Et il sera peut-être nécessaire alors de réévaluer le point des attentes de chacun avant la séquence finale de l'expérience nouvelle. Troisième temps, après le fait de rester avec la subpersonnalité et de dialoguer avec elle. Observer le jeu quotidien des deux, longuement, et dans les détails interactionnels, mais plus spécialement celui de la subpersonnalité reniée. Hippolyte va donc être très attentif pendant 8 à 15 jours afin de repérer la place et la façon de faire de l'amoureux et du terrorisé. Il découvrira alors des aspects qu'il n'avait jamais vus. Ainsi, qu'est-ce qu'il aperçoit du côté du terrorisé? Il aperçoit ça. Quand sa femme est plutôt tranquille et agréable, il se débrouille inconsciemment pour qu'elle s'énerve. Il sait qu'elle réagit négativement à tel ou tel comportement et c'est justement ce qu'il fait à ce moment-là. Et puis ensuite, lorsqu'elle s'énerve contre lui à ce moment-là, il se replie avec rancœur, se persuadant ainsi que, ouais, elle est vraiment comme ça. Il se voit faire le petit garçon. Il ne sait pas, il ne dit pas son désir, il se montre incompétent. Il comprend alors que faisant ainsi, il cherche à ce qu'elle décide, à ce qu'elle devienne parentale. Et puis une fois qu'elle est devenue parentale, il provoque, mine de rien, chez elle, le parent critique.
Ces découvertes l'estomaquent. Aurait-il donc besoin d'être un enfant démuni qui va susciter la colère de sa compagne, celle-ci se sentant obligée alors de tout décider et de tout prendre en charge? Hippolyte commence à s'approcher d'une croyance inconsciente qui le mène, suivant laquelle, au fond, il reste un enfant impuissant qui a besoin d'une compagne parentale prête à le diriger et, au passage, à le morigéner activement. Cette prise de conscience lui fait apparaître que sa femme adopte des attitudes que lui-même la pousse à prendre et qui doivent, sans doute, pour une part d'elle-même, la rendre malheureuse, dotée d'un compagnon peu protecteur, peu attentif, peu soutenant. Ça, c'est ce que constate Hippolyte en regardant les comportements du terrorisé. De son côté, l'amoureux se confirme l'importance du sexe et de ce que cela suppose inconsciemment. Il découvre ainsi que lors de la relation sexuelle, il se sent puissant et en sécurité sur sa force, mais en même temps, s'il a tant besoin que sa femme ait un orgasme, c'est aussi pour se rassurer sur le fait que cette puissance n'a pas été destructrice, ce qui pourrait être par identification à un père violent. Il se dit au fond, la preuve que je ne suis pas destructeur, c'est qu'elle a du plaisir. Comme on le voit, cette phase capitale de l'observation suit le dialogue intérieur. Et pour qu'elle soit vécue correctement et permette toutes les découvertes, les points suivants sont nécessaires. Premier point, aucune action, aucune décision, aucun changement de comportement ne doit intervenir durant cette période-là. En effet, dans ce cas, cette nouvelle action ne serait pas issue naturellement de la coïncidence prolongée des opposés, et cette décision mentale ne respecterait pas le rythme naturel d'élaboration interne. Toute action prématurée, court-circuitant ou faussant l'observation ne débouchera sur rien de stable ni de durable. Il faut donc s'en tenir strictement à l'observation du quotidien habituel sans rien changer, et cette observation sera éclairée par la question « Qui de mes deux opposés se manifeste et comment le fait-il » Et deuxième point, cette observation est maintenue, malgré la tendance à oublier de la faire, qui survient inévitablement. Ce qui aide cependant à la maintenir, c'est que la consigne de ne rien changer pour le moment calme la peur du changement et satisfait l'homéostasie. Quatrième temps, comprendre la part interactionnelle et la répétition. Tout ce jeu intrapsychique entre deux parties intérieures va s'observer dans les interactions, non seulement avec sa femme, mais, comme le découvrira Hippolyte, avec d'autres, avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, etc. Afin d'en faire quelque chose à coup sûr, il est nécessaire, là encore, d'en garder une trace visible et mémorisable. Écrire ses découvertes et ses constats permet d'éviter que les mécanismes de défense antérieurs retrouvent trop vite leur emprise. Par ailleurs, Hippolyte va découvrir dans sa tendance à susciter la situation dont il se plaint, se faire diriger, critiquer, crier dessus, se sentir bouleversé, le fameux phénomène de la répétition du traumatisme, qui consiste à remettre en scène celui-ci dans le but inconscient de le terminer autrement. En fait, ce travail de médiation et les différentes phases qu'il comporte va lui permettre progressivement de terminer l'emprise de cette répétition dans sa vie. Et ceci passera par la dernière étape indispensable, poser des actions nouvelles. Une tentation est la suivante. Puisque j'ai bien compris, et aussi puisque l'autre change, parce que ça arrive fréquemment du fait d'un début de positionnement intérieur différent, alors ça suffit comme ça. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que l'expérience vécue, assortie de l'émotion qui va avec, est à la base de tout le reste. Nos croyances, nos convictions, notre définition identitaire.
Festinger a montré que lorsqu'une expérience vécue et assumée se trouve contradictoire avec nos croyances antérieures, alors ce sont ces croyances qui vont évoluer pour se mettre en accord avec l'expérience vécue, afin d'éviter la dissonance cognitive et le trouble qu'elle entraîne. Ainsi, l'évolution des croyances d'Hippolyte passera par des expériences vécues. Et ces expériences devront se situer à 180 degrés des comportements habituels, de façon à donner satisfaction à cet opposé en lui qu'il avait jusqu'à présent évité de reconnaître et de traiter. Auparavant, face aux situations de colère ou de critique, de sa femme ou des autres aussi, il se sentait écroulé intérieurement, plaidant ses idées péniblement et en vain sur un ton plaintif, et décidant finalement de ne plus rien dire. Désormais, voici ce qu'il va expérimenter. Indiquer son désir et sa position, calmement, sur un mode adulte, sans polémiquer. Prendre l'option de dire ses choix, ce qui suppose donc de les sentir en lui-même, plutôt qu'être incertain, hésitant ou systématiquement d'accord avec l'autre. Et garder ces deux comportements d'une façon prolongée, en conservant un dialogue ouvert et calme avec son interlocuteur, en l'occurrence sa femme. On notera que ces décisions et ces nouvelles expériences devront s'effectuer lentement, sans se critiquer intérieurement si c'est rare ou difficile au début. En effet, l'homéostasie antérieure changera doucement et il ne serait pas sain ou écologique de vouloir que tout change très vite. Conclusion de ces étapes. Hippolyte a vu d'énormes changements dans son couple et dans sa vie. Sa femme s'est révélée vulnérable et sensible, non obligée d'être si fréquemment parentale. Lui-même s'est senti apaisé, heureux, trouvant parfois un peu bizarre de n'être pas dans le conflit et la tension habituelle. De plus, il a vu des changements du même ordre dans sa vie professionnelle. Bref, sorti de la répétition, du moins la plupart du temps, parce qu'un pli profond, ça se déplisse pas facilement. Il a débouché sur une vie et une identité désormais très différentes. Conclusion. Pour finir, je dirais que le médiateur interne et sa capacité à gérer les opposés pour les transformer en énergie de changement, eh bien ce médiateur devient d'autant plus fort et habile qu'il réalise fréquemment des expériences de dialogue intérieur. L'utilisation régulière de cet espace de traitement interne avec la traduction des messages et la médiation entre les opposés débouchera pour vous sur une grande capacité d'adaptation. Comme l'a montré le psychologue américain Hal Sieber dans son étude sur les survivants, ceux qui s'en sont sortis malgré des circonstances extrêmes. Ils ont la capacité à jouer sur des registres différents et opposés et ça leur donne une habileté à digérer les chocs et les difficultés que nous rencontrons inévitablement. Cet espace interne de traitement, dès lors qu'il est fonctionnel et utilisé, ressemble à l'assise en plomb dont sont lestés les jouets culbutaux. Les chocs les font basculer et vaciller d'un côté à l'autre, mais ils finissent inévitablement et rapidement par retrouver leur verticalité. La suite et les autres aspects se trouvera dans les autres cartes du thérapeute. Et pour terminer, je rappellerai donc la phrase à mémoriser. Le travail de médiation intérieure donne les clés des mondes intrapsychiques et relationnels. Voilà. Vous pouvez bien entendu me demander à recevoir gratuitement les PDF de toutes les premières cartes, en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir, en espérant que vous continuerez à suivre mes vidéos.